que vous faites énormément de bruit en fait quand vous mangez? Ah pardon. Non, bah... J'ai fini hein, de toute façon. Bon, il nous reste un seul à voir et après on aura fini pour aujourd'hui. Vous pourriez me donner une de vos cartes de visite? Parce que j'ai oublié les miennes au bureau. Vous m'en donnez une et je vais modifier le nom. Non mais on n'a pas besoin de carte de visite, on n'est pas là pour faire un deal. Ah s'il vous plaît. Bon, ok. Vous les perdez pas, j'en ai pas plus. Merci. Ah, et si c'est pour cette fois, vous pouviez éviter de finir mes phrases, c'est super. Donc c'est la journée des reproches en fait. Non, mais quand on va intimider quelqu'un, si on peut éviter de passer pour Dupont et Dupont, c'est... Ouais, je dirais même plus, ce serait ridicule. Vous faites exprès? Un peu, oui. Ah, il s'appelle comment le gars qu'on va voir là? Beatles. Le cinéma est fermé. On sait. Je peux faire quelque chose pour vous? La partie s'engage à trouver un slogan ainsi qu'un générique de fin. C'est moi la partie. Écoutez, monsieur B. Beatles. Pardon? C'est Beatles. Ah, c'est allemand ça, non? Non. Non mais, écoutez, vous devez trouver un slogan et un générique de fin. Mais tout le monde trouve des slogans, c'est ridicule, ça sert à rien. Vous avez combien d'abonnés? Non mais je fais pas ça pour les abonnés moi. Moi je fais ça parce que je fais des vidéos, parce que j'ai des trucs à dire. Combien d'abonnés? 95. Ah, ouais d'accord. Oui bon ça va. En 95, ça marche pas fort, hein, on dirait. Ouais, c'est un bon début. Oui, oui. Écoutez, ceux qui font des slogans ont bien plus d'abonnés que ça. Votre méthode n'a pas vraiment l'air de marcher. Vous devriez écouter Monsieur Barnalet pour voir. Ouais, voilà. Monsieur Dulz, soyez bien conscient que ceci est notre première visite. C'est-à-dire une visite de courtoisie pour l'instant. Nous reviendrons. C'est pas votre voiture là dehors? Non parce que je vois des gens tourner autour hein, depuis tout à l'heure. Je ne crois pas, non? Tu me balances des hommes de main maintenant. Bon, on en reparlera. Balance le titre. Bienvenue dans Perf. Et non, aujourd'hui on ne va pas parler des États-Unis. Ou du moins pas beaucoup. Mais un peu. Mais pas trop. En réalité, on va se concentrer sur la France et de nos jours. Alors, vous pouvez couper le moteur de votre DeLorean, poser votre Tardis, ranger votre retourneur de temps. C'est ici et maintenant que ça se passe. C'est bon Barnabé, il y a assez de références geeks pour le public trentenaire de YouTube ou j'en rajoute encore? Bon, jusqu'à maintenant, on a bien rigolé, on a parlé des producteurs américains, de la bataille pour diffuser leurs films dans les salles de cinéma américaines, bon. Mais il y a une question fondamentale qu'on ne s'est pas posée. Comment font-ils concrètement pour diffuser leurs films en France et dans d'autres pays? Aujourd'hui, on va parler d'un métier capital qui s'appelle le distributeur, ou comme disent les jeunes d'aujourd'hui, pas du tout, l'éditeur de films. Mais d'abord, on va parler des producteurs. Ah bon sang, je sens qu'on va partir dans tous les sens. Un producteur, c'est une société qui veut faire un film. C'est évident, hein? Mais un film, ça peut coûter cher. Et le job du producteur, c'est d'estimer combien va coûter le film et de trouver l'argent pour le fabriquer, en espérant qu'il rapporte un peu plus que ce qu'il a coûté. Et c'est tout. Le producteur ne s'occupe pas de diffuser son film dans les salles de cinéma ou à la télé. Ce n'est pas son métier. Pas plus que de vendre des chaussures, par exemple. Il existe des producteurs de toute taille, et certains producteurs qui sont aussi distributeurs. Mais on va pas parler ici des plus gros parce que c'est un fonctionnement un peu particulier et qu'on en reparlera un peu plus tard. T'as vu, je fais du teasing, comme tu me l'as demandé. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Pour que son film soit vu par des spectateurs, le producteur va vendre des droits de diffusion sur un maximum de territoires. Des pays, des états, des régions. Le droit de diffusion, c'est un contrat qui autorise une société à diffuser un film en salle de cinéma, à la télé, sur internet ou en DVD, partout dans le territoire sur lequel elle travaille.
Cette société est appelée un distributeur. Il y en a plein de toutes sortes dans chaque pays. Le distributeur achète les droits de diffusion à un prix qui varie selon le potentiel du film. Le producteur va donc essayer de vendre ses droits sur le plus de territoire possible afin d'avoir le plus d'argent pour financer son film. Et on va s'arrêter là pour les producteurs. C'est une fin de tournage, on m'emballe. Un distributeur, c'est une société qui gagne de l'argent en achetant les droits de diffusion d'un film, en le diffusant sur son territoire et en récoltant l'argent déboursé par les spectateurs avides d'images animées que nous sommes tous. Et plus il y a de gens qui voient le film, plus ils touchent de l'argent. Jusque-là, c'est facile. Depuis quelques années, les distributeurs considèrent que leur métier englobe bien plus que la simple distribution. Ils éditent le film. Ils lui façonnent une identité à travers l'affiche, la bande-annonce, la communication, ils en font la promotion et ils éditent des DVD ou des Blu-ray. Il convient donc désormais de les appeler les éditeurs de films. L'éditeur de film a souvent une motivation autre que celle de simplement faire de l'argent. C'est un petit peu le copain qu'on a tous eu, qui sort des cassettes ou des DVD de films mystérieux qu'il a achetés on ne sait pas où et qui tient absolument à les montrer à tous ses copains tellement qu'ils sont bien. Sauf que là, c'est un professionnel qui compte bien gagner sa vie en faisant ça, et que ses copains, c'est nous. En ce qui me concerne. Il va se définir une ligne éditoriale plus ou moins prononcée. Certains éditeurs se spécialisent dans les films japonais, d'autres dans le cinéma indépendant américain, d'autres aiment découvrir les premiers films prometteurs, diffuser des documentaires écologiques, enfin, une infinité de possibilités. Il doit même y en avoir qui se spécialisent dans les films sur les charcutiers. Non, c'est pas vrai. Mais ce serait drôle. Il perdrait beaucoup d'argent, mais ce serait drôle. Le boulot de l'éditeur, c'est de découvrir la perle rare, un film qui colle à sa ligne éditoriale, qui lui plaise, et qui a un bon potentiel commercial. Pour sa recherche de film, il a plusieurs solutions. 1. Il enfile son smoking et il va dans les festivals, Cannes, Venise, Toronto, car potentiellement certains des films sélectionnés, et donc potentiellement gagnants, ne sont pas forcément distribués dans son pays. Et il compte bien être le premier à mettre la main dessus. 2. Il enfile sa salopette et il va dans les marchés des films. Ouais, c'est comme pour les légumes, mais là c'est des films. Il va rencontrer plein de producteurs, il va regarder leurs films et acheter ce qu'il veut. Bon, comme il n'est sûrement pas le seul de son pays à être intéressé, il va devoir négocier pour que le producteur lui vende des droits de diffusion à lui et pas à ses concurrents. 3. Il reçoit des propositions directement de la part des producteurs, qui lui montrent leur film, s'il est fini, ou au moins leur scénario. Et là, charge à lui d'estimer si le film ou le scénario sont assez prometteurs pour les acheter. Et là, on arrive à la principale difficulté du métier. C'est un pari risqué. La principale raison, c'est qu'il est très difficile d'estimer le nombre d'entrées que va faire un film. Et donc combien d'argent il va rapporter. Avant de proposer ou d'accepter un prix pour acheter un film, il va donc devoir estimer le nombre d'entrées que fera le film. Et pour ça, il va devoir se baser sur ce qu'il a. C'est-à-dire le casting, le scénario, le budget du film, ou la performance des films similaires qui sont sortis avant. Difficile d'imaginer la mise en scène qui en découle, ou la qualité de la performance des acteurs, ou encore la réaction de la presse face au film fini. Mais encore, il y a des facteurs qui sont plus imprévisibles. La météo par exemple. Les gens vont plus au cinéma quand il pleut. S'il y a des attentats terroristes, les cinémas ferment. Une épidémie, les cinémas ferment. Autant de facteurs qui influent sur le nombre d'entrées d'un film, et qui sont un calvaire à prévoir. Et le problème est le même pour les films sélectionnés en festival. Ils ont plus de visibilité, la presse en parle, et ils peuvent potentiellement gagner des récompenses. Autant de critères qui peuvent gonfler le nombre d'entrées potentielles, et donc le prix des droits de diffusion. Et sachant que la concurrence est rude, l'éditeur doit se décider rapidement avant qu'un de ses concurrents n'achète le film. Bref, l'éditeur achète les droits de diffusion au producteur. Il peut acheter uniquement la diffusion en salle, mais il peut également acheter les droits pour la diffusion télé, internet ou en DVD. Et généralement c'est ce qu'il fera, afin d'augmenter ses chances de gagner de l'argent avec le film. Parce que quand tu fais 12 entrées et demie en salle, il vaut mieux avoir un plan B quand même. Il va rentrer en phase de négociation. Il proposera au producteur un prix fixe, calculé en fonction du potentiel du nombre d'entrées, et ils s'entendront ensemble sur un partage des bénéfices. Et oui, car en plus de lui acheter le film, il faut quand même lui verser de l'argent après pour qu'il se fasse une marge. Bon, maintenant qu'il a son film, l'éditeur doit faire en sorte que le maximum de gens le voient. Pour ça, il va devoir définir une date de sortie, financer une campagne marketing et contacter les salles de cinéma pour essayer de leur refiler son bébé. Et le plus important, ramasser l'argent! D'abord, il va devoir définir une date à laquelle son film va sortir en salle. Et pour ça, il ne s'agit pas juste de pointer au hasard une date sur le calendrier. Enfin, il pourrait. Mais ce serait stupide. Mais quelque part un petit peu rigolo. Non, en réalité, il va devoir se poser une question fondamentale. Et je vous laisse deviner laquelle. Alors ? Perdu. À qui est destiné mon film? Eh ben oui, chaque film a son propre public type. C'est dur à dire ça.
propre public type, propre public type. Le public familial, le public féminin, âgé ou jeune, le public masculin, âgé ou jeune, le public plutôt adolescent, ou même encore des publics de niche, des fans de films d'horreur français, les fans de films tibétains perchés, ou les drames dont l'héroïne est Kristen Stewart. Ah mais rigolez pas, ça doit exister. L'éditeur doit donc se demander quel est le public cible de son film, et quand est-ce que ce public-là est disponible pour le voir. S'il s'adresse aux plus petits, il vaut mieux sortir le film pendant les vacances scolaires, où les enfants et leurs parents seront le plus susceptibles de se déplacer. Si on a un film qui s'appelle Halloween, il vaut mieux le sortir... oui. C'était facile. Bon, sauf que c'est pas si simple. Bah non. Parce qu'il y a plein d'autres éditeurs de films qui veulent eux aussi sortir leurs films, et que potentiellement leurs films visent le même public. Imaginez que vous ayez un film de science-fiction familial à budget moyen. Si vous le sortez le même jour que Star Wars, bon bah déjà vous êtes complètement fou. Et en plus, bah, les gens ils iront voir Star Wars, et ils iront pas voir votre film. Et à ce moment-là, bah, vous aurez que votre mouchoir laser pour pleurer. Hein. Donc la recette pour choisir une date de sortie, disponibilité du public et pas trop de concurrence. Bon, une fois que la date de sortie est fixée, il va bien falloir convaincre les gens d'aller voir le film. L'éditeur finance donc une campagne de publicité. Il crée une affiche pour le film, une bande-annonce, il imprime des tas d'affiches et il loue des emplacements sur les voies publiques. Dans les métros, sur les panneaux dans les rues, sur les bus. Et il place sa bande-annonce partout où il peut. Sur internet, dans les cinémas, mais pas à la télé. Parce qu'il n'a pas le droit. On en reparlera. En fonction du type de film, il peut choisir de financer le doublage du film en français. On le fait généralement pour les films les plus populaires, afin de toucher le maximum le public qui est en général rebuté par la langue étrangère. Non, on n'est pas les pires là-dedans, hein. Les Américains refont carrément les films à leur sauce, hein. Les retours de la presse étant très importants, il va organiser des projections de presse, ou des interviews de l'équipe du film, à la télé, dans la presse, ou même des tournées des salles de cinéma avec l'équipe. Il va également inviter les programmateurs des salles de cinéma, c'est les gens qui choisissent les films qui passent, afin de les convaincre de choisir son film pour le passer. Et tout ceci a bien évidemment un coût élevé. Le coût varie encore une fois en fonction du potentiel du film. Certains films ont un potentiel très vaste et peuvent rapporter beaucoup d'argent, et d'autres ont un potentiel plus limité, comme un genre de plafond. Il est donc très important d'estimer le budget que l'on peut investir dans la promotion. Il vaut mieux faire une communication plus petite et plus ciblée pour un film dont le potentiel est plus limité, et on peut se permettre de ratisser large pour un film dont on est convaincu qu'il va attirer un maximum de monde. On estime en général le coût de la campagne de pub à 1 ou 2 fois le prix payé pour acheter le film. Mais des fois ça peut être beaucoup plus, ce qui augmente la difficulté du pari dont j'ai parlé un petit peu avant. Ah, c'est fatigant, hein. Bon, je vais faire une pause et je reviens. Quoi? Et tu vas faire quoi? Tu vas m'envoyer tes sbires pour me gronder? Je les ai enfermés dehors. Gna gna gna, les slogans ça fait plus d'abonnés, hein. Et vous devriez faire confiance à Monsieur Barnabé, hein. Mais ce n'est pas fini, il manque une étape cruciale, celle de la sortie en salle. Parce que bon, c'est bien beau de donner envie aux gens de voir le film, mais encore faut-il le leur permettre, et donc le diffuser dans les cinémas. Depuis 2010, les salles de cinéma ne passent plus de pellicules. Les films sont devenus numériques. Il s'agit maintenant de fichiers informatiques qui tiennent sur des disques durs. Et ouais, ça casse le mythe, hein. Je sais. Alors on pourrait se dire que le boulot est simple, il suffit de contacter toutes les salles de cinéma du territoire pour les convaincre toutes de passer son film. Après tout, plus il y a de cinéma qui monte son film, plus il va faire d'entrées. Et oui, sauf que là non plus, c'est pas si simple. Hein. Mais ça n'est jamais ça! Bon, là on va devoir sortir notre bloc-notes pour comprendre. Donc, Barnabé, schéma! Il faut savoir que les films ne marchent pas partout pareil. Certains films ne marchent qu'à Paris, certains films marchent partout sauf à Paris, certains films marchent surtout dans le Nord, etc. Mais certains films font la majorité de leur entrée sur les 2 premières semaines. Certains, en revanche, ont besoin du bouche à oreille pour faire des entrées et marchent mieux quelques semaines après leur sortie. Certains films font un super score la première semaine et puis se plantent après parce que ceux qui les ont vus en disent du mal. Donc il faut déterminer précisément où sortir le film et à quelle période pour optimiser les entrées. Mais encore, tous les cinémas ont des lignes éditoriales différentes, qui dépendent de leur goût mais aussi de leur public. On va en reparler mais pas là, parce que c'est déjà assez la galère. Les films ne marchent donc pas pareil selon les cinémas. S'il y a 2 cinémas dans une même ville, le film ne fera pas le même résultat selon la salle, car elles n'ont pas forcément le même public. Il faut donc choisir la salle qui sera la plus pertinente pour accueillir le film à la date de sortie,
quitte à donner le film à la salle concurrente quelques semaines après. Bref, il faut sortir le film sur le bon territoire, dans les bons cinémas, au bon moment. Une fois que l'éditeur a vidé son tube d'aspirine et qu'il a établi son plan de sortie, le plus dur est fait. Il va pouvoir sortir le film et commencer à gagner de l'argent. Et là, la question qui vous vient immédiatement, c'est... oui. Comment gagne-t-il de l'argent? C'est facile. Bon, pour le coup, on en a déjà parlé précédemment ici. Au début, les distributeurs louaient leurs films aux salles pour un prix fixe à la semaine, et ils se contentaient de récupérer l'argent de la location, et c'est tout. Mais depuis l'ère des studios, ça a changé. Les salles de cinéma ne louent plus les films. En réalité, ça leur coûte absolument rien de projeter un film. En revanche, elles partagent l'argent gagné grâce au film avec le distributeur. En général, ils font 50-50 sur le prix du billet une fois qu'on a enlevé les taxes. Et voilà comment ça marche. Ça peut paraître simple, hein, et encore une fois, ça ne l'est pas. Et on va ressortir un schéma. T'as jamais autant travaillé de ta vie, n'est-ce pas? Admettons que je sois un éditeur de films. Je trouve un film super trop cool, un film indépendant américain avec Shia LaBeouf qui combat des zombies au Mexique, c'est visionnaire, je le veux. Le dernier train pour Busan a fait 275 000 entrées et il était vraiment très bien, donc je me dis que je dois pouvoir faire dans les 200 000 entrées. Je l'achète pour 100 000 €. Et je négocie pour récupérer 30% des bénéfices. Je finance la bande-annonce, les affiches, la pub, tout ça, et ça me coûte 200 000 € de plus. Je définis les meilleures salles pour le projeter et je les convainc, facilement, car c'est Shia LaBeouf quand même, de projeter mon film. Ça se passe bien et mon film fait 200 000 entrées. Le prix moyen du billet en France c'est 6,79 €. Donc le film a engrangé environ 200 000 fois 6,79 €, ça fait 1 350 000 €. 20% de cette somme, 271 600, part en taxes et impôts. Il reste donc 1 86 400 € dont je récupère la moitié car je fais 50-50 avec les cinémas. Je touche donc 543 200 €, je suis content. Sauf que j'ai déboursé 300 000 € pour acheter le film et faire sa promotion. Mon bénéfice est donc de 243 200 €. Mais je ne prends que 30% des bénéfices, vu que le reste revient au producteur. Au final, le film me rapporte donc 72 960 €. Le film a rapporté 1 358 000 € et pourtant je ne touche que 72 960 €. C'est vraiment pas énorme. Donc je n'ai plus qu'à espérer que le film me rapporte un peu plus d'argent par la vente de DVD ou la VOD sur internet. Les éditeurs de films, ce sont ceux qui apportent les films dans nos salles. Ils sont des acteurs essentiels de notre cinéphilie et pourtant ce sont ceux qui prennent le plus de risques. Le producteur de film, une fois qu'il a vendu les droits à suffisamment de gens pour financer son film est payé. Il n'a plus qu'à se soucier d'empocher les bénéfices. Les salles de cinéma, en revanche, elles ne payent pas les films. Donc si un film se plante, elles ne perdent pas d'argent. Et en plus, elles ont d'autres films à projeter à côté qui pourront mieux marcher afin de rattraper le coup. L'éditeur de film, lui, il a de grosses dépenses à faire pour acheter le film et pour le promouvoir. Et l'argent qu'il reçoit est variable. Il dépend du nombre d'entrées, mais aussi des pourcentages qu'il a négociés avec le producteur et avec la salle de cinéma. Et l'industrie du film tourne autour de ce pari risqué. La nature même de ce pari va influencer beaucoup de choses sur les pratiques du cinéma. C'est fondamental. Et on va en parler tout au long des épisodes de Perf. Bon Barnabé, je vais prendre un Doliprane et je rentre. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout plié. Allez. Ah, putain. Ce n'était pas très courtois de votre part, monsieur Vidals. Et votre café est très bon, hein? Ouais, bah au moins vous avez retenu mon nom. Bon, écoutez. Bon, écoutez, vous êtes bien amusés dans la dernière vidéo, avec vos décors en carton et vos courses en chaise, on est d'accord. Mais en revanche, vos pitreries n'ont rien amené jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que c'était Monsieur Barnabé qui finance, et donc vous devriez quand même bien ne pas manquer à vos obligations. Je vous rappelle que vous avez signé un contrat quand même. Elle est pas mal cette affiche, dis donc. Le problème des affiches comme ça, c'est que c'est un peu fragile. Non, ok, pas Spielberg. Je vais trouver un slogan, ok, je trouve un slogan. Enfin raisonnable. Dans ce cas-là, on verra. Attendez une minute, comment vous connaissiez les conditions du contrat? C'est bien. Je l'ai ici même. Vous arrivez à lire ça? Oui. Dans ce cas-là, j'aimerais bien vos coordonnées, parce que c'est un talent qui me serait utile. Bah, les coordonnées, ça tombe bien, parce que moi j'ai ma carte. Hein? Non. C'est bon. Je m'en occupe. Ok. Oh, merde. Oh putain de merde, je suis désolé. Ah, elle est foutue. Vous en avez pas une autre? Si. Si, la mienne du coup. Vous faites du recyclage. Ok, je vous rappelle dès que j'ai un slogan. Parfait. On se verra pour le bilan de la première phase. La première phase?
Mais c'est quoi la première phase? Ah, là, tu tombes bien, toi. Tes hommes de main, là, ils sont pas très futés, hein. Ils ont essayé de me menacer de déchirer mon affiche, mais je m'en fiche, j'en ai une deuxième. Ils n'ont pas été très insistants, d'ailleurs. À moins que... Oh non, Barnabé. Ils étaient pas vraiment là pour le slogan, n'est-ce pas? T'as introduit de nouveaux personnages dans mes vidéos, afin que je sois obligé de les créditer à la fin. Et donc... faire un générique de fin. Les méthodes sont discutables, Barnabé. Bon, ok. Ah, c'est marrant. Vous faites attention. J'avais ça dans la poche, c'est de la même couleur que le film. Ouais, très bien.